Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires. L'information sous toutes ses coutures. Avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Exactement 13h09. Bienvenue à cette émission spéciale. Mon nom est Jean-Ernest Pierre. Je suis là avec vous et aujourd'hui, donc, on dit que c'est une émission spéciale à l'occasion de tout ce qui se passe en Haïti. Et pour faire cette émission avec nous, nous pensons qu'à un moment donné, nous allons avoir les gens qu'on va citer. Mais pour l'instant, ceux qui sont là, c'est Monsieur Chalmers Larose, qui est co-directeur de l'Observatoire sur les Amériques et chargé de cours à l'UQAM. Nous avons avec nous Franz Voltaire, qui est le président du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne, le SIDICA. Nous avons avec nous également Louis Jean-Paul, qui est journaliste présentateur de Réveil Matin et de Regard à CEPAM. Nous avons aussi Asma Heurtelou, qui est animatrice des Dimanches d'Asma et de Souvenir, qui va jouer le rôle de modératrice pour nous. Alors, nous devrions avoir avec nous un petit peu plus tard Worom Chantal, spécialiste des relations internationales et des questions chinoises, professeur de sciences politiques à l'école des hautes études publiques à l'université de Moncton. Et puis Étienne Côté-Paluc, qui est journaliste indépendant, qui se joindra à nous un petit peu plus tard. Alors, pour tout de suite, nous allons donc saluer un peu tout le monde. Bonjour, Franz Voltaire, comment ça va? Oui, bonjour. Ça va, rien ne va mal? Rien ne va mal. C'est le pays qui va mal. C'est le pays qui va mal, hein? Et puis, Tilou Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean-Ernest, bonjour Franz, bonjour Monsieur Charles Meurs et bonjour Asma, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour Chalmers Larose. C'est qui? Bonjour Jean-Ernest, bonjour à tous et toutes, à Franz Voltaire, à Tilou Jean-Paul, à Asma Heurtelou et à tous les auditeurs et auditrices. Alors messieurs, on va débuter avec un petit résumé, mais très bref résumé donc de la situation. C'est que hier soir, les bandits ont fait encore des leurs. Les bandes criminelles qui contrôlent la majeure partie de la capitale et de même que la plupart des routes menant au reste du territoire s'en sont pris à des sites stratégiques et hier soir encore ils ont fait entendre leurs armes et tout ça en l'absence du premier ministre de facto Ariel Henry. Ces bandes criminelles réclament, comme la plupart des membres de la population, le départ d'Ariel Henry.
Voilà donc une situation, mais en bref, qui dit que, comme Franz l'a dit tout à l'heure, que ça va mal et ça va très mal en Haïti. Messieurs, comment on est, messieurs et dames, comment on est rendu là? Alors, Franz Voltaire. Bon, écoutez, c'est un processus qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Cette crise remonte à la chute du Maison du Valier, avec à la fois la migration massive vers la capitale, c'est-à-dire on est passé d'une ville, enfin je parle du Grand Port-au-Prince, d'1 million d'habitants à plus de 4 millions. On voit structurellement se constituer un certain nombre de bidonvilles tout autour de la capitale, parce que la nature même de la topographie de Port-au-Prince, du point de vue géographique, montre qu'effectivement, du village de Dieu, quand Avril a laissé les terres aux petits soldats du Palais National, de village de Dieu, à la constitution de Jalousie et à son extension le long du mont de l'hôpital, qu'on voit d'ailleurs, on peut regarder simplement des images, on voit l'extension vers le nord de Canaan qui s'est développée après le tremblement de terre. Donc on voit que pratiquement et vers la plaine du cul-de-sac, ce qui va nous mettre en place tout un système de quartiers. Je ne dis pas de quartiers populaires comme on en a eu avant, comme le Bel Air. Ça, on parle de quartiers où l'État n'est pas présent sous aucune forme. Il y a certes des églises, quelques églises protestantes, des ONG, mais où vont se développer au fil de ces décennies des groupes qui vont passer à se constituer comme des groupes armés qui vont être utilisés d'une certaine façon par des élites économiques et politiques, mais qui vont au fil du temps s'émanciper. C'est-à-dire ça, c'est l'aspect structurel, et Haïti n'est pas exempt de, comme on peut en trouver en Amérique centrale, comme on peut en trouver en Afrique. C'est ce qui a conduit à certaines crises, notamment au Libéria ou Sierra Leone, comme la crise en Haïti. L'État s'est affaibli. Il n'y a pas l'État qui détenait le monopole de la violence, je dirais jusque vers les années 2004, avec la dissolution plus ou moins de l'instance militaire. L'État ne dispose plus du monopole de la violence. La police, elle est une force d'organisation civile, elle a certes quelques unités comme le BIM qui sont des unités d'intervention, mais on voit aussi que c'est constitué d'autres unités d'intervention que l'on retrouve aujourd'hui activement, comme le BESAP, qui a fait alliance avec Guy Philippe. Donc on retrouve les acteurs politiques qui n'ont jamais pu arriver à un consensus autour du mode de désignation de tout cela, et tout cela dans un contexte international où l'international a joué un rôle déterminant avec à la fois, après le tremblement de terre, la sélection, et je ne dis pas l'élection, mais la sélection de Sweet Mickey, qui ne détenant pas de légitimité a dû se retirer du pouvoir tout en conservant des leviers d'intervention. Lui-même s'était défini, rappelons-nous, comme bandit légal. Peu après, on a eu le même problème avec Jovenel. Et finalement, tout ça, avec l'assassinat de Jovenel Moïse, on voit toutes les allégations autour de la participation. Ça va du Premier ministre, où il y a des allégations, Ariel Henry, désigné 2 jours avant sa mort par Jovenel. On voit des allégations portant sur Ariel Henry, portant sur Martine Moïse, portant sur Claude Joseph. Donc on va avoir des interrogations. On voit aussi dans les interpellations qui ont été faites récemment autour de certains membres de la classe politique qui va de Sweet Mickey jusqu'à le Belle-Rive. Donc on est en face d'une crise multiple, à la fois crise politique, crise économique, fondamentalement, crise sociale, crise aussi de moralité. Ajoutez à tout cela le programme Biden qui va signifier le départ massif des petites classes moyennes et des classes moyennes, c'est-à-dire quand on voit que la moitié
du personnel de l'université Quisqueya, étudiants, professeurs compris, sont partis. Quand on voit que la moitié ou plus de la moitié des gens dans les hôpitaux comme l'hôpital général, eh bien, on est en face d'une situation aujourd'hui complètement chaotique. La police, incapable, ne disposant pas d'armement pour faire pendant aux bandes, il faut se rappeler aussi que la plupart des armements, ça vient de la Floride, ça vient du port de Miami, où encore d'autres passent par la République dominicaine, armes et munitions, parce que c'est développé aussi une économie à la fois du kidnapping. Certains économistes ont parlé rien que pour l'année, quelques mois de cette année, de plus de 25 millions de dollars US, des revenus du kidnapping, des revenus d'extorsion sur la population, d'une guerre entre les gangs autour de cela. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on est dans une situation où les gangs, à mon avis, ne peuvent pas prétendre à la prise du pouvoir, mais où toutes sortes d'acteurs sont ou interviennent dans cette crise politique. Cela va de Guy Philippe, dès son retour de prison aux États-Unis, a commencé à s'agiter, à rassembler quelques anciens militaires autour de lui, à rassembler et à faire des alliances avec, par exemple, le BESAP. On se rappelle cette dernière confrontation qui a eu lieu entre des unités de la police et le BESAP, qui est encore paramilitaire. Hein. Alors, Franz... il faut le rappeler. Oui. C'est encore paramilitaire. Donc, on se rend compte que dans cette situation, aujourd'hui, le départ d'Ariel Henry, et je vais finir avec ça, Ariel Henry, qui ne dispose pas de légitimité, qui ne dispose pas de légalité, puisque en principe, il devait organiser des élections, c'est avec un tweet, rappelons-nous, de Madame Lalim, qui à la fois avait poussé à la fédération des gangs autour de barbecue, qui est peut-être et qui est certainement le plus intelligent des chefs de gang, et d'un autre côté qui avait nommé Ariel Henry en place de Claude Joseph. Alors, dans cette situation chaotique, le départ d'Ariel Henry, mais le départ aussi de Emily Prophète, les deux sont responsables des ministres de la Justice et responsables du CSPJ. On se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus aucune autorité pour cela. De là, on prend les pressions américaines. Alors, Franz, une sortie de crise rapide avec la nomination d'un gouvernement de transition qu'ils ont appelé le Conseil présidentiel, qui n'a prévu nulle part, mais ce Conseil présidentiel devrait, en absence de toute forme légale d'occupation du pouvoir, peut-être remplacer Ariel Henry. Alors, les pressions qui sont faites sur lui pour donner sa lettre de démission, parce qu'ils veulent une apparence légale à cette transition, comme on l'a eu en 86, comme on l'a eu plus tard, après 2004. Franz, je vais essayer de passer un peu la parole aux autres, parce que je voudrais qu'on arrive tranquillement à toute cette situation que Franz vient de décrire, parce que c'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Je voudrais vraiment qu'on fasse un rappel des événements qui nous ont amenés à ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour en arriver à ça? Chalmers Larose. Je crois que Franz a bien fait, je dirais, a bien pris. Chalmers, je ne t'entends pas bien. Vous ne m'entendez pas bien? Ça va? Maintenant oui. Oui. Donc je crois que Franz a fait toute la radiographie de la situation. Les principaux facteurs qui nous ont amenés là ont été expliqués. Ce qui est fondamental ici, je dirais, c'est pas nécessairement ce qui nous a amenés, mais c'est la situation actuelle. Ce que je crois qu'il y a actuellement en Haïti, et surtout à partir du déclenchement de la situation depuis la semaine dernière, on fait face à une guérilla urbaine, c'est-à-dire il y a une véritable volonté de la part des groupes, que j'appelle des groupes parallèles, des groupes armés parallèles, parce que je n'aime pas les appeler gangs,
les groupes armés parallèles, parce qu'il y a un changement de statut de ces gangs, c'est-à-dire on n'est plus dans une situation de banditisme en Haïti. On est dans une situation de guérilla urbaine, de forces armées parallèles qui sont en train de procéder à un assaut vers le pouvoir. La question qui se pose maintenant, c'est comment les arrêter, si toutefois on peut les arrêter. De plus, je crois que ces forces armées parallèles irrégulières sont devenues, que l'on veuille ou non, des interlocuteurs politiques. Ils ont aussi des représentants dans la classe politique qui interviennent dans le champ politique en leur faveur. Donc, c'est comme si, comme je l'ai dit dans une station l'autre jour, c'est comme si ces forces armées, je dirais, parallèles, étaient devenues, je dirais, le bras armé d'une partie de la classe politique. Donc, avec cette situation-là, il est fort probable que les solutions traditionnelles qu'on met de l'avant pour résoudre les crises politiques en Haïti, c'est-à-dire le recours à un juge de la Cour de cassation, conseil d'État, conseil présidentiel, il est peut-être, je ne dirais pas que c'est pas possible, mais il est peut-être inapproprié que ces solutions-là soient des solutions viables dans les conditions actuelles de la politique haïtienne et de l'évolution de la crise. Parce que c'est une crise qui est proprement une crise, c'est pas une petite crise, c'est pas une crisette en Haïti. C'est une crise organique. C'est-à-dire, il y a une grande partie de ce qui représente ce qu'on appelle l'État, les institutions officielles, les traditions, les valeurs, les codes, les normes, le vivre ensemble, tout ça c'est volé en éclats. Donc n'importe quel groupe peut prétendre à accéder au contrôle de ce qu'on pourrait appeler au contrôle social, c'est-à-dire de la société. Et c'est ça, maintenant, quel est le rôle ou encore quelle serait la position des acteurs externes dans cette question-là. Ce que j'appelle externe, c'est à la fois l'Organisation des Nations Unies et les pays qui constituent ce qu'on appelle le bloc occidental, c'est-à-dire le corps groupe, etc., en particulier les États-Unis, le Canada et la France. La France qui représente l'Union européenne dans cette question-là, les États-Unis et le Canada. Ils ont mis tout le paquet dans la recherche d'une solution externe, c'est-à-dire l'intervention internationale. Et ils ont même coopté un pays pour le faire, c'est-à-dire le Kenya. Cette intervention-là a été autorisée depuis, comme on le sait, novembre ou octobre 2023, et depuis lors, ça traîne. Et jusqu'à présent, on est dans une configuration où il est de moins en moins probable que cette force rentre en Haïti dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et la question qui se pose maintenant, c'est d'abord, est-ce que, en dépit de advenant l'entrée de cette force en Haïti, serait-elle capable de répondre à la situation actuelle? Pas la situation dans laquelle elle a été créée, mais la situation d'aujourd'hui où il y a de nouveaux rapports de force armés en Haïti. Alors, on va répondre à ces questions-là. On va essayer à tout le moins de répondre un petit peu plus tard. Mais Tilou doit nous dire, lui, parce que la question à l'origine, Tilou, c'est de savoir comment, de fil en aiguille, au fil des années, on est arrivé jusqu'à ce que, parce que moi, je me rappelle encore avoir vu des bandits et on disait, on était à un jet de pierre du Palais National quand on parle de Portail-Léogane. Les bandits étaient là et faisaient régner la loi, mais ils n'étaient pas au Palais National. On disait, ça allait arriver. Et là, on est rendu là et ça n'a pas commencé par ça. Ça a commencé, je crois, dans Cité Soleil, Tilou.
Oui, mais j'aimerais quand même faire une remarque par rapport aux propos du professeur Charles Larose. Est-ce qu'on peut vraiment parler des groupes comme des groupes armés parallèles et que nous ne soyons plus dans le grand banditisme? Il faut quand même dire que pendant ces jours-là, il y a quand même eu des kidnappings de ces groupes-là et puis le pillage d'entreprises privées, notamment le port et de banques comme la Unibank et la BNC. Donc je pense que nous sommes encore dans le grand banditisme, peut-être que pas seulement dans le grand banditisme, mais le grand banditisme est encore d'actualité. Et puis pour ce qui est de d'où c'est parti, je pense qu'on n'a jamais réussi à camper l'État au travers d'institutions et c'est notre plus grand malheur. Oui, on a eu de mauvais gouvernements, peut-être seulement des mauvais gouvernements, mais le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à camper les institutions qui pourraient suppléer aux défaillances de gouvernement ou de chefs d'État. Et ça a toujours été parce qu'on a eu une crise électorale. On n'a jamais réussi à mettre sur pied le Conseil électoral permanent. Les deux tentatives, ce que je peux dire les plus abouties, en tout cas les plus poussées en ce sens, avaient été celles sous le gouvernement de Prosper Avil, je crois. Et puis Martelly avait essayé quelque chose d'assez bizarre, un collège transitoire du Conseil électoral permanent. Ça n'avait pas marché, mais tous les gouvernements se heurtent toujours à une constitution d'un Conseil électoral permanent lorsqu'ils ne le font pas du tout. Et je pense que c'est là vraiment notre grand malheur, parce qu'actuellement, le vrai problème, c'est qu'il n'y a aucune institution, et même l'international, vous voyez, c'est vrai qu'il y a une incompréhension par rapport au maintien d'Ariel Henry. On se demande pourquoi est-ce qu'ils sont aussi, ils tiennent ainsi à Ariel Henry, mais en même temps, quels sont les autres interlocuteurs, hein? Il n'y a pas d'institution, donc c'est vraiment compliqué. Et je pense vraiment que la source de tout ça, c'est que nous n'avons pas campé un État, et je dirais, qui s'appuie sur des institutions, mais plutôt sur des régimes. Et évidemment, à chaque fois qu'un régime part en vrille, eh ben, c'est toute la nation qui en pâtit. Même s'il est vrai que c'est la première fois qu'on en arrive là. Et il faut aussi parler de cette histoire d'armer les gangs. Comment est-ce que c'est fait? On parle de 9 ou 12 familles, je me rappelle plus le nombre, mais on ne sait vraiment pas qui arme les gangs à ce point-là. C'est ce qui fait que c'est aussi aigu la crise d'aujourd'hui, mais en réalité, on vit une crise institutionnelle de toujours. Et voilà. Et puis, on va essayer, ne serait-ce que pour tester son micro, Asma Heurtelou, et peut-être nous dire aussi que la première ronde s'est faite dans l'ordre et la discipline. Asma Heurtelou. Oui. Oui. J'ai pas compris ta question, je m'excuse parce que ne serait-ce que pour nous dire que tout va bien là, et qu'on t'entende un peu, parce qu'on a dit que Asma Heurtelou est là, la voix féminine est là. Hein? Oui, elle est là, et puis je pense qu'on va aller à la pause, mais juste avant la pause, j'imagine quand on va revenir, c'est là que la discussion va prendre vraiment. On va juste établir une petite règle. Vous avez au bas de votre écran la main. Alors, quand vous voulez intervenir, vous lèverez la main et puis on vous donnera la parole pour éviter que 2, 3, 4 personnes parlent en même temps. Alors oui, mon micro fonctionne. Merci. Très bien. Et puis, à la deuxième ronde, on va regarder ce que nos intervenants n'ont pas dit, et Tilou l'a effleuré. Oui, le fameux comment c'est arrivé, parce qu'on n'a pas toujours eu des gangs armés dans ce pays, n'est-ce pas? Ça a commencé un jour. Et je pense que les gens, ça risque de ne jamais s'arrêter avec le style qu'on s'est donné pour garder le pouvoir. On a vu ces déchoucages après déchoucages, et les gens, pour éviter de se faire déchouquer, les gens qui estiment ou estimaient avoir l'autorité pour se maintenir au pouvoir, eh ben, ont fait leur gang, ont armé des gens déshérités de certains quartiers. Et voilà, de génération en génération, ça continue. Quand je dis des générations, ça ne date pas d'il y a 50 ans, hein. À mon avis, hein, de ce que j'ai vu,
c'est au moins dans Cité Soleil que ça a commencé, déjà armé avec l'armée Timanchette, l'armée cannibale au Gonaïve, etc. Je ne parlerai pas des cacos et tout ça, ça c'est autre chose, mais vraiment, des temps modernes, ça a commencé à quelque part, et on a vu même des députés, des sénateurs à vouloir avoir leur gang. Et c'est de là que ça a commencé. On fait la pause, messieurs et dames, et on revient pour la suite dans un instant.